Ce livre est issu pour une grande partie de conversations constantes avec ceux qui détiennent la mémoire africaine. Il est vrai qu'on parle beaucoup plus des Logba-Kop. Le titre, c'est une belle page de l'histoire des Logba-Kop du Cameroun. Mais en fait, c'est un pan de l'histoire de l'Afrique qui est raconté dans ce livre. Pour toute œuvre humaine, il y a toujours un élément déclencheur, quelque chose qui vous pousse à entamer un travail. Dans mon cas, c'est arrivé tout à fait par hasard en 2003. Je suis allé au Cameroun pour voir ma mère au village. Souvent, quand je vais au Cameroun, je passe plus de temps au village qu'en ville, parce que je suis plutôt d'une famille paysanne. Et la brousse, ça me connaît. Et j'aime bien, je me retrouve dans mon élément quand je suis là-bas. Donc, j'y vais et je trouve une situation compliquée. Il y avait un débat pour la chefferie. Et là, deux cousins s'affrontaient pour devenir nouveau chef des Logba-Kop. Il y avait un candidat qui est issu de ce qu'on peut appeler la famille régnante. Et il y avait un deuxième candidat qui, lui, son père a été chef à un moment donné et qui pense qu'il a le droit de le devenir aussi, surtout que la loi camerounaise le permet. Et alors, il y a eu deux camps. Le camp de ceux qui pensaient que, de par la tradition, la chefferie doit revenir à celui qui appartient à la famille régnante. Et il y avait le deuxième camp qui disait, lui aussi son père a été chef, il peut l'être, et il est plus proche de ce village que l'autre. Alors, ce débat a tourné à un véritable pugilat, si j'ose dire. Il se crêpait le chignon tout le temps. Alors, le sous-préfet, qui en a eu marre, a décidé d'organiser des élections pour que les citoyens, si j'ose dire, choisissent qui sera leur nouveau chef. Et alors, une question a fusé. Mais qui est électeur? Le sous-préfet dit, mais naturellement, tous les résidents en âge adulte, dont majeur, qui sont bien entendu membres du parti, peuvent voter. Et alors des réponses fusent de partout. Ah non, ne peut voter que celui qui est Logba-Kop de père et de mère. Ah, je me suis dit donc, cela veut dire qu'en fait, il y a deux catégories de Logba-Kop. J'ai essayé de discuter avec certains, ils me disent, ah oui, mais parce qu'ici, il y en a qui ne le sont pas, mais en fait, c'est eux qui, excusez-moi l'expression, qui foutent la merde. C'est comme ça que finalement, je me suis dit, mais finalement, qui est Logba-Kop? Parce que moi, je suis arrivé en France à 28 ans. J'ai grandi dans ce village
Et les Logba en ont plusieurs. Mais tous ceux que je rencontrais, tous ceux qui ont grandi avec moi, pour moi, c'était des frères. On me dit que non. C'est ce qui m'a poussé à aller fouiller plus profondément pour voir qui est l'Ogbako. Si j'ai dit une belle page de l'histoire de l'Ogbako, parce que je me suis rendu compte que l'histoire de l'Afrique est encore à écrire. Qu'elle n'est pas à réécrire, mais à écrire, parce qu'elle n'est pas encore écrite. Et que si chacun, dans son village, dans son groupe ethnique, dans sa famille, écrit une page de ce qu'il recueille, on arrivera en les mettant bout à bout, toutes les pages mises bout à bout, on aura finalement un livre d'histoire de l'Afrique. Docteur. Bonjour. Vous avez un doctorat en droit. Vous êtes aussi pasteur. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Je m'appelle Simon Florent Mounieb Téno. Je suis père de 10 enfants. Oui. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc effectivement, j'ai fait des études de droit. Et grâce à Dieu, j'ai pu les poursuivre jusqu'à obtenir un doctorat en droit. J'ai soutenu une thèse sur la responsabilité médicale du médecin libéral au Cameroun. Et si on a l'occasion, j'expliquerai pourquoi. Et ensuite, donc j'ai travaillé, c'est un métier que j'exerce avec plaisir. Et ensuite, comme je suis aussi croyant, il est arrivé que j'ai reçu l'appel du Seigneur pour également transmettre la bonne nouvelle aux âmes qui en ont besoin. Nous avons tous besoin de la bonne nouvelle du salut. Et j'ai fait des études de théologie à la faculté de théologie de Paris et à la faculté de théologie de Strasbourg. Et j'ai été ordonné pasteur le 18 juillet 2010, voilà, à l'église presbytérienne de France. Pourquoi vous n'êtes pas rentré servir votre pays après vos brillantes études? En fait, je suis arrivé en France à 28 ans. Je suis venu avec l'idée de rester 3 ans. Non pas de faire du droit, mais des assurances. Parce qu'avant de quitter le Cameroun, j'ai travaillé dans une boîte d'assurance, les assureurs conseils camerounais à Douala, pendant 7 ans. Je suis parti de là pour poursuivre des études d'assurance. Mais les contingences administratives, les problèmes de la vie ont fait que finalement, je me suis retrouvé à faire du droit. Et j'ai poursuivi, j'ai pensé effectivement rentrer au Cameroun après la licence. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut continuer, il faut faire la maîtrise. J'ai obtenu la maîtrise. Après, j'ai dit, tant qu'à faire, faisons aussi un petit 2A après. À l'époque, ce n'était pas Master 2, c'était 2A. Alors, j'ai fait un 2A de droit médical. Puis, j'ai dit, bon, 2A, tant qu'à faire, il faut faire une thèse. J'ai décidé donc de faire une thèse sur la responsabilité du médecin libéral au Cameroun. Et parce qu'un événement m'avait particulièrement marqué dans ma jeunesse, c'est que j'ai un oncle qui travaillait à l'hôpital, qui est tombé à l'hôpital à Quintini, en l'occurrence, qui est tombé malade, qui a été hospitalisé. Seulement, il y a eu une sorte d'incompétence médicale dans le traitement de sa maladie, au point qu'il est mort de maladie, mais à cause d'une certaine incompétence des médecins.
Et j'ai donc décidé d'écrire une thèse sur la responsabilité médicale. J'ai plutôt visé le médecin libéral parce que les médecins hospitaliers sont soumis à une autre responsabilité qui est beaucoup complexe à mettre en œuvre parce qu'ils sont beaucoup plus fonctionnaires de l'administration. C'est plutôt l'État qu'il faut mettre en cause et c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai pensé qu'à travers cet événement, à travers cette thèse, les Camerounais peuvent comprendre qu'on peut mettre en cause les fautes commises par un médecin. Parce que, issu de notre tradition, le médecin était comme un sorcier. Le sorcier, il vous soigne. S'il vous donne des mixtures qui vous tuent au lieu de vous guérir, on dit c'est la malchance. Ce n'est pas la faute du sorcier. Et on est parti de ce postulat pour dire que si un médecin vous donne des médicaments ou vous traite mal et que vous en mourrez, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute à pas de chance. Alors j'ai voulu faire comprendre que non, le médecin peut commettre des fautes et quand il commet des fautes, on peut l'attaquer en justice et lui demander réparation. Vous êtes un brillant avocat. Après avoir défendu les voleurs, les malhonnêtes, vous avez bifurqué à l'église. Expliquez-nous le déclic. Qu'est-ce qui s'est passé pour virer à l'église? C'est pour vous repentir? Disons que quand je rédigeais ma lettre de motivation pour entrer à l'école de formation professionnelle du barreau de Paris, une phrase m'est venue à l'esprit comme ça. Je ne sais pas d'où elle est venue, mais je pense que je l'avais lue quelque part sans m'en rendre compte véritablement. J'ai dit, je veux devenir avocat pour défendre la veuve et l'orphelin contre l'injustice. Enfin, dans mon esprit, il y a beaucoup d'injustices qu'il faut combattre. Et le seul moyen, comme nous sommes dans des sociétés de droit, le seul moyen de défendre l'injustice, c'est en appliquant la justice, le droit. Et donc, un voleur, je le défends, pourquoi pas. Et je vous dirai, puisqu'on parle de l'Église, je vous dirai que le premier avocat de l'univers, c'est Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, nous disons, c'est lui qui intercède pour nous auprès du Père. Donc, il est notre avocat auprès du Père. Mais il y a aussi un événement, c'est qu'un jour, on présente à Jésus une femme qui avait été prise d'adultère. Et la loi juive à l'époque condamnait à mort, à être lapidée, toute personne qui était, les femmes surtout, qui étaient prises en flagrant délit d'adultère. Donc pour tenter Jésus, on lui présente cette femme, on dit, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Et que fait Jésus? Il commence à écrire sur le sol. Et qu'est-ce qu'il écrivait? Vol, escroquerie, médisance, mensonge, ainsi de suite, ainsi de suite. Si bien que les accusateurs, quand ils voyaient tous les préjudices que Jésus écrivait et tous les délits qu'il écrivait sur le sol, ils sont tous partis. Parce que chacun se revoyait là-dedans. Et quand il lève la tête, il trouve la femme toute seule, il dit, si tes accusateurs sont partis, moi non plus je ne te condamne pas, va mais ne pêche plus. Donc c'est aussi un acte d'un avocat qui l'a défendu, puisque la loi disait qu'il faut la lapider. Et Jésus a, par cette action, empêché la lapidation de la femme. C'est un acte d'avocat. Nous constatons que vous appliquez vraiment le dicton de l'Église qui dit d'aller sur la terre et de peupler la terre. Comme vous avez 10 enfants, nous vous donnons l'occasion d'en faire un 11e. Vous prenez ceci, vous allez le manger. C'est le bitacola. Et on dit que ça a des effets aphrodisiaques. Il y a un 11e enfant qui va naître voilà. dans la famille Donc ma femme qui est dans la salle, elle est prévenue. Vous avez l'occasion de rencontrer les autres intellectuels africains et camerounais en particulier? Oui, des intellectuels camerounais, africains, si j'ai eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup. D'abord dans l'exercice de mon métier d'avocat, mais aussi dans l'exercice de l'autre métier de pasteur à l'église avec d'autres pasteurs. Il y en a d'ailleurs dans cette salle qui sont venus m'apporter leur témoignage de fraternité et je leur en remercie, comme je vous remercie tous.
Et dans le cas du Cameroun, nous avons un projet de l'émergence à l'horizon 2035. Entre vous, intellectuels, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau concept-là? Ben, je pense que le Cameroun, comme toute société humaine, est appelé à évoluer. Et effectivement, je pense que jusqu'à présent, la plupart des... J'aime pas trop le terme intellectuel, mais jusqu'à présent, la plupart des Africains, Camerounais en l'occurrence, instruits dans les écoles occidentales, ont plutôt tendance aujourd'hui à s'installer dans le pays où ils ont fait leur formation plutôt que de rentrer au pays. Mais je pense que nous devrions plutôt nous tourner vers notre pays, rentrer beaucoup plus après nos études parce que le pays a besoin de nous et que cette émergence de cette nouvelle classe qui va reformer le Cameroun, qui va apporter ce dynamisme dont le pays a besoin, je crois que c'est nous, c'est vous, et il faudrait effectivement qu'on puisse faire partie de cette classe qui émerge, qui va finalement demain donner un autre tournant au Cameroun. Vous particulièrement, est-ce que vous avez l'intention de rentrer vivre au Cameroun? Alors, j'ai toujours eu des parcours atypiques dans la vie. Dites-nous tout. Oui. Si, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je suis arrivé à 28 ans et j'ai commencé à faire des études. Mais il y a un pan de ma vie que je n'ai pas révélé, c'est que j'étais déjà marié, je commençais à faire des enfants qui, à part l'aîné qui est né au Cameroun, tous les autres sont nés en France. Et ils vivent en France. Et j'étais devant un dilemme. Partir au Cameroun, recommencer à zéro avec des enfants, ce n'est pas toujours facile. Surtout quand on n'est pas sûr de trouver du travail. Alors, c'est ce qui fait que j'ai dû continuer c'est peut-être égoïste de ma part, mais je me suis dit, j'ai des enfants, il faut que je continue à les élever et puis partir. Mais par contre, je ne rate pas une seule occasion d'aller au Cameroun. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je suis en train de terminer la construction d'une maison de 475 mètres carrés dans mon village natal, qui est Bissonga, même pas en ville, hein, dans mon village natal, parce que je pense que c'est là mes origines et c'est là que je dois terminer ma vie. Ça tombe bien comme vous êtes patriote et que vous êtes Bissonga. Oui, Emandoki. Mais Eman Lokbakop. Je voudrais savoir, quel conseil donnerez-vous à la jeunesse camerounaise qui rêve d'avoir un parcours aussi brillant que le vôtre, ou à l'autre jeunesse qui décline, qui fait n'importe quoi? Vous, en tant que père intellectuel, avec ce brillant parcours. Ce que je peux dire aujourd'hui à la jeunesse, c'est que les temps ne sont pas seulement durs au Cameroun. Les temps sont durs partout, y compris ici en France. La jeunesse a toujours tendance à lorgner vers l'Occident. Ils pensent que l'avenir, c'est en Occident. Mais les conditions de vie en Occident sont devenues d'autant plus difficiles aujourd'hui qu'on ferme de plus en plus les portes. Au lieu de se bousculer pour venir en Europe, nous avons des instituts, nous avons des écoles où ils peuvent être valablement formés et puis servir leur pays et avancer. Moi, je suis venu à une époque où il y avait encore des ouvertures. Je suis arrivé, j'ai obtenu aussitôt, dans les mois qui ont suivi, ma carte de séjour. Ce n'est plus évident aujourd'hui parce que tous les pays se referment à l'immigration. Et donc, ils ont de la chance là-bas. J'ai vu ici des Camerounais et des Camerounaises aussi, qui certaines occupaient des postes de responsabilité au Cameroun pour avoir fait de grandes études, qui ont décidé de les abandonner pour s'installer en France. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font pour les femmes? Elles s'occupent des vieilles personnes. Et les hommes, ils sont gardiens. Alors que, avec leur bagage intellectuel, ils auraient pu faire beaucoup de choses dans leur pays. C'est encore possible, même si c'est difficile, mais c'est difficile partout.
écrit une belle page de l'histoire des Logbakop. Pourquoi vous avez décidé de disséquer l'histoire des Bassa? Pourquoi pas une belle histoire des Bassa? Oui, donc, comme il y a un dicton chez nous qui dit Massar Bourlegay Tillon. Donc, la danse, on commence par le lieu où on est. Donc, j'ai pensé que, avant de parler de l'histoire des Bassa, qui est un vaste programme, mais intéressant, c'est vrai, mais commencer déjà à dire qui sont les Logbakop. Que sommes-nous, nous, Logbakop? Que sommes-nous dans l'ensemble Bassa? Parce que les Bassa, ce n'est pas un peuple homogène, mais c'est un ensemble de peuples qui constituent la nation Bassa. Et les Logbakop aussi, c'était intéressant, non seulement parce que je suis Logbakop, donc il fallait parler des Logbakop, mais aussi démontrer une vérité qu'on a toujours voulu ne pas reconnaître, pour ne pas dire cacher, c'est que les historiens, notamment les explorateurs qui sont arrivés chez nous avant, ont essayé d'expliquer que les Bassa n'avaient pas eu des organisations institutionnelles. Les Bassa n'étaient pas organisés et en général disaient que les Noirs du sud du Sahara n'avaient aucune organisation politique, sociale, économique. C'était des peuplades sans foi ni loi. J'essaie de démontrer à partir des Logbakop que nous étions un peuple organisé, une monarchie organisée avec des institutions qui ne sont pas du type organisation étatique moderne comme on a aujourd'hui, mais des organisations véritablement étatiques avec un chef. Et j'ai lu certains auteurs africains qui partent de ce postulat que nous étions des peuplades sans foi ni loi, qui nous expliquent que en fait, il y avait des anciens qu'on appelait chez les Bassa, par exemple, qu'on dit les Mbombok, qui se réunissaient sous l'arbre à palabres pour discuter des problèmes de société. Je n'ai trouvé nulle part un arbre à palabres dans aucun village Bassa. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'arbre à palabres. Il y avait des Mbombok, c'est vrai, et c'était aussi tout un système. Le système Mbok, c'était un système, ce n'était pas des gens comme aujourd'hui, quelqu'un se lève, il donne à manger et à boire, il organise une grande fête, on dit t'es un Mbombok. C'était toute une cérémonie initiatique, et j'en explique aussi un peu dans mon livre, pour dire qu'en fait, c'était tout un cheminement initiatique qui aboutissait à Mbombok. Et il n'y avait pas un Mbombok des Bassa, mais chaque peuple avait ses Mbombok, son organisation institutionnelle à part, et il fonctionnait à sa façon, mais on avait une langue commune. Ce n'est pas un livre d'histoire, mais une mémoire, effectivement. Vous savez, les historiens, c'est-à-dire ceux qui font métier d'historien, ils ont des grilles d'appréciation des faits historiques que je n'ai pas, parce que je ne suis pas historien. Donc, je n'ai pas la prétention de dire « j'écris l'histoire ». J'ai dit tout à l'heure que mon livre, ce livre, est le résultat d'entretiens constants et des recherches et des documents consultés qui ont abouti à ce livre-là. Donc, ces entretiens constants étaient soit avec les descendants de ceux qui ont détenu une part de cette histoire, soit en consultant des livres. Et je voudrais dire aussi que je me rappelle d'un conte soufi. Ce conte soufi dit qu'on a transporté dans un village un éléphant. Et il y avait des aveugles. Et on leur dit de toucher l'animal. On ne leur dit pas de quel animal il s'agit. On leur dit de le toucher. Et ensuite de le décrire. Et les aveugles ont commencé à décrire l'éléphant. Mais chacun décrivait juste la partie de l'animal qu'il a touché. Donc, cette page de l'histoire, cette mémoire qu'on restitue, c'est que chacun d'entre nous, parce que ce n'est pas achevé, en fait, le but, c'est qu'on arrive à l'histoire de l'Afrique. Mais pour arriver à écrire l'histoire de l'Afrique, chacun, avec la parcelle d'histoire qu'il détient, il écrit une page. En mettant bout à bout toutes ces pages d'histoire, on aura le livre de l'histoire de l'Afrique.
Nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était Manège du savoir.